Eh bien, bonsoir ou bonjour, parce que maintenant on n'est plus en direct, on est en différé. C'est l'émission Radar numéro 169, intitulée MAD, pour la folie en anglais, et sous-titrée Mutual Assured Destruction. Alors là, sur l'affiche, on peut voir Théodore Monod avec une pancarte. La préparation d'un crime est un crime, ce qui est la définition même de la préméditation. Ici, on a un bel exemple de préméditation avec un SNLE dans le jargon militaire, donc un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et ici, on a l'engin, donc le grand phallus nucléaire qui s'appelle M51, qui fait plus de 10 mètres de haut, qui monte à plus de 1000 km d'altitude, c'est-à-dire 3 fois plus que la Station spatiale internationale, et qui lâche plusieurs bombes thermonucléaires qui vont retomber à des vitesses supérieures, très largement supérieures à la vitesse du son, entourées d'un halo d'air surchauffé sous forme de plasma, ce qui empêche une détection radar, et avec un système de navigation, et ils vont aller tomber au mètre près sur la cité, étant donné que ces bombes-là explosent en altitude pour augmenter l'effet mécanique et l'effet de rayonnement. Donc, ben voilà, on est à Taverny, dans la salle des fêtes, la salle historique. Oui, tu peux faire un petit tour. D'ailleurs, tiens, je peux me lever. Donc, la salle des fêtes, c'est la salle où, dès l'origine, Solange Ferney, en 1986, je m'excuse, et Théodore Monod, ainsi que beaucoup d'autres personnes, comme mon ami Lucien Kiang, notre ami commun Georges Krasowski, et beaucoup d'autres, venaient jeûner. Donc on dormait sur des matelas gonflables dans la salle des fêtes. Oui, mais de toute manière, je te prendrai. Ne t'inquiète pas, j'expliquerai que tu as déjà pratiqué un jeûne, notamment avec moi, et tu donneras tes impressions. Voilà. Donc là, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Pierre Merechkowski, et donc j'en profite parce que il y a 2 ans, on a fait des projections dans cette salle, écran total, avec des films de et avec Pierre Merechkowski, c'est-à-dire ils n'étaient pas tous de Pierre Merechkowski, et je pense que ça a été, franchement, pour moi, ça a été une grande réussite, et d'ailleurs, la personne qui tient le stabilisateur a été notre unique spectateur, mais ce qui ne retire rien. Ah, là, je ne sais pas pourquoi ça sonne. Alors, attends. Oui, on va mettre ignorer. Ah oui, je sais pourquoi maintenant. J'aurais dû virer toutes les alarmes sur mon téléphone portable, ce que je n'ai pas fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on jeûne? On s'occupe. Donc, je relis Spinoza, je relis différentes choses. Donc, je vais aller me reposer parce que j'ai des petits trucs à vous montrer. Voilà. Donc, ça, par exemple, on est là sur le jeûne 2017. C'est une photographie qui a été faite par Marc Gady. Alors, pourquoi Marc n'est pas là ce soir? Parce que voilà, il a été, pour des raisons médicales à propos de sa mère, qui est hospitalisée, voilà, qui a des problèmes de santé. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Et Bruno Coelho, il est encore par Mons et par Vaux. Alors là, au niveau du cadre, je ne sais pas comment c'est, mais ça y est, c'est bon. Alors, le jeûne de Taverny. Alors, à l'origine, c'est 4 jours à l'eau, du 6 au 9 inclus. C'est pour ça que ça fait 4 jours, parce que souvent, les gens ils font 6-9, je retire, ça fait 3 jours. Comment ils jeûnent 4 jours sur 3 jours? Et donc, moi, le 5 à minuit, j'arrête de manger. Et heureusement, je n'arrête pas de boire, parce que sinon, ça peut être le blocage des reins en 3 jours. Là. Alors, ce jeûne... Non, le 3 est premier, 7 est premier. Oui, mais tu m'as dit du 6 au 9. Oui, du 6 au 9. Mais il n'y a que 7 qui est premier alors. À l'intérieur, il n'y a que 7 qui est premier, et justement, c'est... Oui, mais alors à la limite, ça pourrait être l'infini, parce qu'entre 8 et 9, il y a des milliards de décimales. Il y a une infinité de décimales. Donc en fait, tu jeûnes d'une manière infinie. Je jeûne de manière infinie, sauf que je jeûne depuis 23 ans, ce qui fait que ça fait plus d'un trimestre sans manger, ce qui est strictement rien, vu que je ne me risque pas en sortant de me prendre une balle ou une bombe sur la gueule, contrairement aux populations qui vivent à Gaza. Donc, ce jeûne, il se déroule tous les ans du 6 au 9 août dans la ville de Taverny, sans aucune exception depuis 1986. Voilà, donc c'est la 40e année, c'est la 40e édition, et c'est la première émission depuis le jeûne radar, mais c'est la 40e édition du jeûne de Taverny.
Alors, il n'y a eu aucune année où il n'y a pas eu de jeûneurs. Malgré tout, le réseau Sortir du nucléaire, entre 2008 et 2009, avait rompu tout contact avec la mairie de Taverny, ce qui fait que je me suis retrouvé à jeûner sans avoir accès à de l'eau, à des toilettes ou quoi que ce soit, à faire mes présences devant la base pendant 2 années. Ce qui fait qu'en 2010, j'ai créé l'association Les Jeûneurs Vigilants de Taverny pour reprendre contact avec la mairie, pour pouvoir pérenniser ce jeûne qui a une importance symbolique, historique pour la lutte antinucléaire énorme. Pourquoi elle est énorme ? Pourquoi est-ce que le réseau Sortir du nucléaire a voulu tuer le jeûne de Taverny en créant un jeûne de Paris avec de la visibilité? C'est que uniquement c'est un mouvement partisan qui travaille pour Europe Écologie ou pour la secte nationaliste La France Insoumise. Et ces gens ne se préoccupent pas de la problématique du nucléaire. Chez eux, moi je l'ai vu dans les jeunes antérieurs, il y avait des personnes, il y avait le bon nucléaire civil et le méchant nucléaire militaire. Alors c'est ce que j'appelais moi les atomes à Képi et les atomes à Béret. Et je leur ai dit dans la table de Mendeleïev, j'ai pas vu de Képi, j'ai pas vu de Béret. Et ça a une énorme importance parce que on ne peut pas être anti-nucléaire à moitié. On ne peut pas être anti-nucléaire de manière conditionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nucléaire, c'est un phénomène naturel et que dans la nature, les radionucléides sont englobés souvent dans des roches, des granites, et qu'à partir du moment où on mine pour obtenir de l'uranium, par exemple, parce qu'il n'y a pas de mine de plutonium, vu qu'il n'y avait plus de plutonium sur Terre, voilà. Mais quand on mine l'uranium, eh bien, on prend la roche, on la transforme en sable aussi fin que possible, en poussière, et après, avec des acides, on va récupérer l'oxyde d'uranium, ce qu'on appelle le yellow cake, parce que c'est une espèce de poudre jaune, et ensuite, par des manipulations chimiques extrêmement dangereuses, avec du fluor, qui attaque à peu près tout, hein. Je ne vous conseille pas de sniffer du fluor, on fait ce qu'on appelle de l'hexafluorure d'uranium. Et c'est ce gaz qui, dans la filière de séparation gazeuse, qui maintenant est devenue la filière des centrifugeuses, dont vous avez entendu parler récemment suite au bombardement américain sur les installations iraniennes, vu que pour les Américains, effectivement, il y a un radionucléide extrêmement dangereux qui s'appelle l'iranium. Voilà. Mais en soi, les mollahs, ils ont d'excellents rapports avec eux, comme ils ont eu d'excellents rapports avec les talibans en Afghanistan, on s'en souvient, avec le fils Bush, voilà, peu avant les événements du 11 septembre 2001. Donc, importance historique indéniable. Donc, on a une persévérance à honorer ce rendez-vous antinucléaire annuel d'interpellation et de commémoration qui est directement lié à la conviction intime que toutes les activités nucléaires représentent une menace mortelle pour la résilience de tous les êtres vivants. C'est-à-dire pas uniquement l'humanité, parce que l'humanité, elle n'est que de passage. Hein. Nous, allez, au maximum des préhominiens jusqu'à nous, il y a 5-6 millions d'années, hein, ce qui n'est pas grand-chose, mais l'humanité elle-même, ou les humanités, c'est 1 ou 2 millions d'années, hein, à tout péter, sachons quand même que les dinosauriens, ils sont restés sur Terre plus de 100 millions d'années. Hein, et finger in the nose, étant donné que, bah oui, ils avaient les doigts, et bon, ils n'avaient pas vraiment un nez, mais bon. Alors, le 6 août 1945, la population de la ville japonaise de Hiroshima est victime d'une arme nucléaire expérimentale américaine. Les réactions neutroniques en chaîne au sein d'une masse critique d'uranium-235 rasent la ville et les résidus de cette réaction nucléaire explosive contaminent durablement tous les êtres survivants ainsi que les territoires auxquels ils appartiennent. Le 9 août 1945, donc c'est les 2 dates entre lesquelles le jeune commémore, la population de la ville de Nagasaki est victime d'une arme nucléaire expérimentale américaine testée en secret le 16 juillet 1945 dans le désert autochtone, et je dis bien le désert autochtone, et je vous lirai un petit passage de Takauchte par rapport à ça, de l'État américain du Nouveau-Mexique. Alors, les réactions neutroniques en chaîne au sein de la masse critique de plutonium-239 rasent la ville, et les résidus de cette réaction en chaîne explosive contaminent durablement tous les êtres survivants, ainsi que les territoires auxquels ils appartiennent. Alors, le plus dégueulasse dans cette histoire-là, et ça, je vais lire des petits extraits de ce qui a été publié
qui a été publié 20 ans après les explosions. Donc là, on est au 80e anniversaire des abominables bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Et je vais vous lire des choses que vous n'entendrez pas dans les médias, justement, à la fois sur le fait que le Japon était déjà en position d'une reddition totale au moment où les bombes ont été lâchées, et du jeu de Staline par rapport à ça pour pouvoir récupérer, sans tirer un coup de feu, les Sakhalines et d'autres îles. Donc je vous lirai ça, c'est intéressant. Mais par contre, du 10 août 1945, donc c'est le lendemain du bombardement de Nagasaki, jusqu'en 1975, donc on a bien 30 ans, où les effets sanitaires des 2 armes nucléaires américaines utilisées sur les populations des villes de Hiroshima et de Nagasaki ont transformé tous les survivants et toutes les survivantes en cobayes dans le cadre d'une collecte de données biophysiques classées secrètes par le commandement de l'armée américaine afin de s'en garantir la criminelle exclusivité. Et donc, à Hiroshima, ils avaient construit une infrastructure hospitalière du dernier cri, je crois que c'est en 1947 qu'il a été terminé. Il y avait de tout. On faisait des mesures, on faisait tout plein d'analyses, mais quand un des patients survivants d'Hiroshima disait mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, on lui disait allez voir un médecin local. Et il n'y avait que des médecins américains dans cet hôpital. Donc c'était bien pour obtenir des renseignements sur les conséquences des résidus d'une explosion nucléaire sur des civils. Et il ne faut pas croire que c'est après coup que l'idée est venue, c'est dès le départ, l'idée était justement d'expérimenter de bombes. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'on a Little Boy à l'uranium sur Hiroshima, voilà, donc c'est pour les effets de l'uranium, et on a Fat Man, qui est la réplique de la bombe gadget justement du 16 juillet qui a explosé à Alamogordo, qui était beaucoup plus compliquée parce que c'était le système par compression, et elle, c'est pour ça qu'elle avait été expérimentée, alors que le type gun, à l'uranium, les calculs suffisaient, on n'avait pas besoin d'en faire exploser une. Et donc, comme ils avaient à Oak Ridge une installation pour faire justement de la séparation isotopique, et l'uranium était précieux justement pour produire du plutonium, parce qu'il n'y a qu'à partir du plutonium qu'on peut créer une pile atomique plutinogène qui va nous donner du plutonium. Et donc, ils savaient que les bombes futures seraient au plutonium, qu'il fallait produire du plutonium. C'est pour ça d'ailleurs que la filière et l'Atom for Peace qui va être décrété par Eisenhower, Ike, le général Eisenhower, c'est pas pour rien. Il parle de Atom for Peace à l'ONU pour justement avoir beaucoup de piles atomiques pour produire du plutonium, et c'est grâce à lui que les États-Unis vont avoir des dizaines de milliers de têtes nucléaires. Voilà. Donc, ils sont au courant des effets sanitaires et ils se lancent dans une course aux armements. Parce que dès avant 1945, ils savent que la guerre qu'ils vont mener, ça va être une guerre entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Donc, ces 2 crimes prémédités contre l'humanité, parce que ce sont vraiment des crimes contre l'humanité, mais c'est surtout des crimes contre la biosphère terrestre, c'est-à-dire que ça dépasse même le cadre de l'humanité, font l'objet d'une abominable impunité internationale entretenue par une propagande annuelle, celle de dire que justement ces 2 bombes ont été lâchées pour épargner des vies. Et ça, je vais vous lire justement ce qu'il en est. Alors, quelle joie et quel honneur peut-on ressentir à l'attribution en 2017 par le Comité Nobel de son prix pour la bonne conscience internationale en paix pour avoir mené à son terme l'enfumage onusien d'un traité symbolique sur l'interdiction des armes nucléaires. Alors, à propos du Comité Nobel, il a été saisi récemment d'une lettre de Bibi, de Benjamin Netanyahou, qui propose bien sûr au prix Nobel de la paix son ami Donald Trump. Voilà. Donc, le 2 août 2019, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a été aboli. Alors les antinucléaires internationalistes unis et nobelisés, tous ceux qui nous font chier avec le tian là, de merde, font preuve à ce sujet d'une réelle discrétion. Alors effectivement, ce jeune a été créé par qui? Par Solange Ferney. Pourquoi Solange Ferney a créé le jeune de Taverny? C'est qu'elle a jeûné 40 jours quand c'était la crise des missiles des SS-20. Qu'est-ce que c'était? Des missiles à moyenne portée. Donc,
là, on voit, c'est l'année juste avant que je fasse mon premier jeûne de Taverny, donc c'est en 2001. On voit Solange qui porte le 6 au 9 août, et après on a notre ami Lucien Kiang, qui est un type que j'adorais, Non à toutes les armes. Derrière, on a Georges Krasowski, Toute vie humaine est sacrée. Et après, on a même Gérard Leprieur. Voilà, Gérard Leprieur. Donc, ce sont des gens que j'ai connus. Malheureusement, à part Gérard, ils sont tous au terminal des prétentieux. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai essayé de joindre Denis Caillé, mais je n'ai pas réussi. Donc là, c'est au jeune 2010, justement, quand j'ai créé l'association. Denis Caillé, qui était l'ancienne première adjoint, je crois, de Maurice Boscavert, dont la fille s'est occupée des associations, d'ailleurs Albine Caillier, que je remercie parce qu'elle avait fait beaucoup pour le jeune de Taverny. Voilà, donc je tenais à remercier ces gens-là. Donc on n'est pas du tout dans la même philosophie que celle du réseau Sortir du nucléaire. Le réseau Sortir du nucléaire a organisé une rencontre entre un ancien Premier ministre japonais et le gourou de la secte nationaliste France Insoumise. Et moi, j'ai fait ce petit visuel. Ne nous laissons plus contaminer par la criminelle propagande de la sortie du nucléaire sans cesse reportée. Voilà, refusons de subir les conséquences sanitaires et sociales de leur criminel repentir politique. Donc, ces hypocrites qui battent leur coulpe par rapport à un nucléaire, alors que Jean-Luc Mélenchon, la dissuasion, il trouve ça plutôt bien. Hein. Il estime que le parapluie nucléaire le protège. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un parapluie nucléaire? Donc, c'est un parapluie en platine, incrusté de diamants. Ça coûte une blinde, hein. Ça coûte des milliards d'euros tous les ans. Et vous l'ouvrez, malheureusement, il n'y a pas de toile. Donc, quand il y a des retombées radioactives, vous les prenez directement sur la gueule. Donc, c'est comme genre de parapluie, c'est cher, mais ce n'est pas vraiment efficace. Voilà. Donc, arrêtons de jeter la pierre à Macron. Nous voyons François Hollande et Emmanuel Macron qui, ben oui, attends, le nucléaire, c'est important. La grandeur de la France. Voilà, donc, on est dedans, mais seulement, il faut avoir conscience que le nucléaire, ça peut très bien être le dernier pas vers notre avenir. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Et pour revenir, séquence émotion. Et donc là, nous avons Gorbatchev avec l'acteur Ronald Reagan qui signe justement le traité, ce fameux traité qui a été signé le 8 décembre 1987 pour démanteler les armes nucléaires à portée intermédiaire, celles que la Chine, les États-Unis et la Russie fabriquent en nombre. Voilà, et donc voilà, en 87, on est tous sourires, on signe ça, on va tout arrêter, c'est bon, on est à côté de la paix. Alors, Solange Fernet, moi, j'ai pu discuter avec elle en 2002, justement des événements du 11 septembre de 2001, et de beaucoup d'autres choses, mais je ne l'ai pas aussi bien connue que mon ami Fabrice David. Et à ce propos, bah, je vais me saisir de l'engin. Voilà, tiens, prends la photo, et puis tu vas nous expliquer un petit peu cette photo, l'histoire, comment est-ce que tu as rencontré Solange, quels étaient tes rapports avec elle. Ah oui, alors Solange, c'était une femme remarquable, hein, c'était la disciple de notre maître Schurig Grossendick, pour les intimes, dont la Poste vient d'honorer la mémoire en éditant un timbre que vous pouvez acheter. Et à la demande pressante de nombreux internautes. Je ne sais pas si ça aurait fait plaisir à Schurig de son vivant, mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Et donc, Grossendick, c'était pas n'importe qui, c'était l'équivalent de... c'était presque l'équivalent d'Einstein pour les mathématiques, hein, puisqu'il avait été décoré de la médaille Fields. Et la médaille Fields, c'est le Nobel des mathématiques. Il a fait une très brillante carrière universitaire, puis ensuite à l'école des hautes études de Givres-sur-Yvette. Et sur des problèmes de topologie. Sur les problèmes de topologie, et qui sont chers à mon cœur, puisque la théorie
la technique des primers palindromiques qui sert à l'heure actuelle à détecter le Covid dans les prélèvements salivaires, eh bien la technique des primers palindromiques, c'est votre serviteur qui l'a imaginé il y a une trentaine d'années, à la suite d'une discussion sur la topologie de la PCR avec Grothendieck. Et Grothendieck, à cette époque, il n'était pas à Gif-sur-Yvette, parce qu'en 1870, il avait complètement plaqué sa brillante carrière politique. Il avait fondé le programme de Grothendieck, qui consistait rien que moins que de sauver la Terre. Et il avait quelques disciples, en particulier Solange Fernex, qui était une jeune étudiante à l'époque, Solange Fernex de Turckheim, qui a vraiment bu ses paroles, et elle les a appliquées dans le premier parti d'écologie politique du monde, qui s'appelait Survivre et Vivre, qui ensuite a donné le mouvement d'écologie politique. Non, arrête là. Qui ensuite a donné les Verts. Non, j'ai pas du tout cette vision des Verts, parce qu'on est de la même génération. J'ai pas. Alors, excuse-moi, bon. Oui, parler, vas-y. Mais après, tu vas parler, Pierre. Non, j'ai pas du tout cette. C'est incroyable, ça survivre et vivre. Non, alors franchement, si un groupe qui était opposé à un dispositif comme Solange Fernex voulait d'élection, puisqu'elle a été élue au Parlement de je sais pas quoi, de faire une structure crypto-bolchevique qui s'appelle les Verts, si justement il y a un groupe qui voulait pas de ça, c'était Survivre et Vivre. Il faut quand même pas les mettre dans le même sac. Voilà, un débat très intéressant. Surtout Samuel et la clique. Alors après que le fils Samuel soit allé, quand Laurent Samuel est, je sais plus le nom du père. Laurent Samuel, que tu bien connu aussi. Et le fils, comment il s'appelait? Pierre Samuel. Bon, non, c'est le contraire, c'est Pierre, bon, peu importe, cette histoire de prénom. Après qu'un des fils Samuel soit allé au Sauvage, etc., du Nouvel Obs, et puis soit allé dans... Non, franchement, il faut vraiment couper Grothendieck, Survivre et Vivre, et Solange Fernex. Moi, j'ai pas du tout cette vision de Solange Fernex. Pas du tout dans le réseau dans lequel j'étais. Mais bon, après, écoute, c'est deux visions qui ont sans doute une part de vérité. Ça s'appelle la théorie de la relativité. Oui. Voilà, c'est la relativité. Oui, vous voyez, on est deux, on fait déjà un débat. D'ailleurs, c'est le but des émissions radar, c'est d'être en manière interne contradictoire. Alors, ceci dit, et tu as tout à fait raison, ceci dit, il a raison, parce que il ne faut pas imaginer Grothendieck comme quelqu'un qui avait décidé d'être le petit père des peuples de la Terre et qui tirerait les ficelles dans son coin. Non, il s'en foutait. Il s'en foutait. Il avait lancé, il avait semé, et il laissait les autres faire la récolte. C'est le titre d'un de ses livres, que je vous conseille de lire, Récolte et semaille. Et quand j'ai été le rencontrer avec Solange Fernex, elle était un petit peu affaiblie par son jeûne, et moi j'y allais pour porter des valises. Il y avait des valises de trucs qu'on devait lui apporter, parce qu'autrement il serait mort de froid dans sa borie. Et Grothendieck vivait dans une borie. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une borie, c'est une espèce de... c'est exactement ce que vous avez dans l'Ascension des Jedi. C'est des petites maisons en pierre sèche. Et alors, sous la borie Grothendieck, il y avait un gouffre qu'il avait passé à la chaux vive, et il écrivait des formules dessus, et il nous a reçus avec la fameuse robe de bure qui a servi, et ça tu ne me le contrediras pas. Dans Grothendieck, je ne l'ai pas connu. Ah oui, elle a servi à George Lucas pour imaginer le costume d'Obi-Wan Kenobi. Alors, c'était pas n'importe qui. Donc, Grothendieck, il n'est plus de ce monde, mais en tout cas, il a, d'une certaine façon, semé ce que nos petits-enfants récolteront, et, à savoir l'écologisation du monde. Hein. Oui, alors, sur le plan de Grothendieck, ce qui est déjà un truc clair, ça j'en suis certain, c'est qu'il avait naturellement refusé d'être candidat aux élections présidentielles. Chose que Dumont... qui s'est avéré, c'est pas de la calomnie, être un membre de l'OCI, parce que ça finit par se savoir, l'Organisation communiste internationale. Voilà, donc ça c'est assez surprenant pour moi, ce passage du néo-gaullisme à la décolonisation en passant par Berg et l'OCI, enfin bon, peu importe. Et je sais que, non, dans le groupuscule où j'étais, qui de mon point de vue, est à l'origine d'une demande, d'une création d'un candidat aux élections présidentielles, voilà, le petit groupe d'individus qui en faisaient partie. C'était d'ailleurs une grave erreur, mais je ne regrette pas de l'avoir fait.
Justement, Il faut jamais Grothendieck... regretter ses erreurs. Non, on apprend mais avec ses erreurs. Grothendieck avait naturellement décliné cette invitation. Tout à fait, bah là, je suis Voilà. d'accord avec toi. Alors que les Comme disciples... Einstein avait décliné Oui, alors que les le fait disciples, d'être comme tu président les Volkswagen. appelles sans ironie, les Sanche Fernex, les Dumont, ont participé à la normalisation d'un mouvement spontané qui s'était créé autour de la Gueule ouverte et de Fournier et de l'ancien Charlie pour faire un truc comme le Vatican, enfin, bon, à mon avis, pas très Une intéressant. institution. Voilà. C'est pour ça que je suis assez réservé de parler des gens du passé. Je vois pas trop l'intérêt, en fait. C'est pas qu'il faut faire table rase du passé, mais je pense que quand on commence à dire ce qui s'est passé en nommant des gens, c'est un peu dommage, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et si tu veux, le mouvement antinucléaire, c'est très étrange, comment il s'est créé en France. Il n'y a pas eu d'organisation. Ça s'est fait un petit peu autour d'Araki Hebdo de l'époque. On ne peut pas dire qu'il y ait une organisation, c'est ça qui est beau. Alors, évidemment, Grothendieck, ce n'est pas quelqu'un de méprisable, parce que, d'après ce que je crois comprendre, il a arrêté d'être scientifique, parce qu'il pensait que la technologie, c'est au service de l'argent, enfin, de Oui, choses... c'est le service des Voilà, militaires. voilà. de l'armement. Donc ça, je peux avoir un grand respect pour lui. Mais pourquoi se référer à lui? C'est une erreur, à mon avis, tactique. Parce que c'est encore donner, créer une structure avec des gens qui existeraient, d'autres qui existeraient moins. Enfin, Non, c'est je sais des pas, gens je qui trouve ça dommage. Surtout selon Schwernet, je maintiens. Parce que quand on était au conseil municipal de Paris, bon, moi j'ai eu la chance d'être candidat sur une liste crypto verte dissidente, je ne vais pas dire qui c'était, mais je n'avais pas du tout le même son de cloche de son Schwernex, en disant je ne veux pas de cette liste du 15e. Sauf qu'elle a fait énormément, enfin ça t'est arrivé aussi, sauf que pour différentes raisons, elle a dû faire 18% des voix, et qu'après, il y a eu tout un bins avec Solange Fernex, qui a été enfin, le truc habituel, classique et sans grand intérêt, des partis qui, au second tour, s'arrangent pour récupérer les dissidents. Enfin, bon, peu importe, parce que ce soit Solange ou une autre, c'est anecdotique. Voilà, c'est anecdotique, c'est un phénomène habituel dans des élections, et pour ça, je ne sais pas si c'est bien de parler de gens du passé, quoi. C'est du passé, faisons table rase, peut-être. Et puis, Oui. faisons-nous ce qu'on a à faire. Oui, oui. En tout cas, vous pouvez acheter son bouquin ou le télécharger sur Internet. Ça s'appelle, enfin, un de ses bouquins, ça s'appelle Semailles, Récolte et Semailles. Et puis, vous pouvez aussi acheter le manifeste de mon guide, Théodore Kaczynski, que l'on trouve... Ça m'étonne pas que tu es comme guide un psychopathe. Criminel il était, psychopathe. non, mais à côté de moi, il était Oui. quand même tout à fait raisonnable. Hein. Oui, bon. Alors, maintenant, je vais repasser, parce que, effectivement, sur ce que tu as dit, Fabrice, quand tu parles de Grothendieck, vérifie le cadre, hein, parce que maintenant, je ne le fais plus, donc c'est faux. C'est-à-dire que Grothendieck n'amène rien de nouveau. Lui, il a une révélation, c'est-à-dire, lui, en tant que scientifique, il sait très bien que tout travaux de pointe dans la science va avoir des retombées militaro-industrielles. Et donc, c'est cela qu'il refuse. Moi, ce que j'aime chez Grothendieck, c'est qu'il ne prend pas le chemin parce qu'il n'est pas psychopathe comme Kaczynski. Donc, il n'en a rien à foutre de la visibilité, tu vois. Il veut pas être élu, il veut pas faire campagne. Lui, Kaczynski, il veut être publié. Et pour être publié, il tue des gens. Donc, on est dans l'utilitaire. Et c'est deux mondes différents. Justement, Grothendieck n'est pas un homme de la chose utile. Il maudit la chose utile. Moi, le jeune, regarde, il y a des gens qui disent « t'es tout seul ». À quoi ça sert? Mais je dis justement, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que c'est beau, parce que ce jeune-là, c'est un jeune artistique. Je ne cherche pas à faire de prosélytisme, j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Ça ne sert strictement à rien. L'éducation populaire, c'est un concept partisan. C'est fait pour avoir des partisans qui vont aller voter. C'est fait pour faire du fric, voilà. Et donc, c'est le monde dans lequel on vit. Et Grothendieck, il était tout dans ce monde-là. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est transformé en ermite. Ce type, encore aujourd'hui, au niveau mathématique sur la topologie, il dépasse encore de plusieurs têtes tout le monde. Donc, voilà. Et je vais vous lire un petit passage de Takauchte. Enfin, Takauchte, c'est l'Indien, c'est les mémoires, deux mémoires indiennes, mais en fin de compte, c'est pas une autobiographie, vu qu'elle est écrite par Richard Erdoes, mais c'est l'Indien qui parle un petit peu de tout ça. Donc, je vous lis un tout petit passage, parce que moi qui suis très bavard,
vous l'avez peut-être remarqué, je suis quand même aussi, je souffre du même mal que beaucoup d'anciens, c'est-à-dire ça m'arrive d'avoir des visions, de me sentir un peu différent et de supputer les choses, parce que quand je me suis retrouvé voilà, avec un type qui n'avait jamais jeûné à Taverny et qui n'a jamais non plus jeûné à Paris, qui fait une OPA sur le jeûne au nom du réseau, j'appelle, il y avait un numéro marqué sur la porte qui était fermé, parce qu'il savait bien qu'il y avait des jeûneurs qui n'étaient pas prévenus. Pourquoi? Parce que ces jeûneurs n'avaient pas été prévenus pour l'élire comme président de l'association. Moi, je n'ai reçu aucune convocation, je n'ai jamais voté pour lui. Donc, il avait convoqué que des gens qui allaient voter pour lui, il s'est fait élire, il a fait l'OPA sur le truc. Donc, il avait marqué son téléphone, appelé. Donc, j'appelle, oui, viens jeûner à Paris. J'ai fait, mais vous êtes qui, vous? J'ai fait, moi, je fais partie de la maison de vigilance de Taverny, je viens jeûner à Taverny. Je suis le président de la maison de vigilance de Taverny. J'ai fait, et alors? Je ne vous ai pas élu. J'ai fait, moi, je paye mes cotisations, vous n'êtes personne, et je continuerai à jeûner à Taverny. Voilà. Ce qui fait que voilà, j'ai eu pas mal de problèmes, j'ai été viré de différentes associations, voilà, parce que simplement j'avais une position où moi, je ne suis pas un petit soldat du réseau sortir du nucléaire ou d'un parti politique. J'en ai rien à battre, moi, d'Europe Écologie Les Verts, en plus d'un parti nationaliste. Mais franchement, le gourou de secours, là, le Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est tout réellement, sauf un antinucléaire. C'est vraiment, pour moi, ce mec-là, il représente le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, hein, parce qu'il ne faudrait quand même pas mettre des énergies renouvelables là-dedans. Donc, je cite ce petit passage du livre. Alors, le Wicasa Wakan aime le silence. Il s'enveloppe en lui comme dans une couverture. Un silence lourd, avec une voix semblable au tonnerre qu'il entretient de nombreux sujets. Un tel homme se complaît en un lieu où l'on n'entend rien que les bourdonnements des insectes. Il s'assied face à l'Occident, implorant une aide. Il parle aux plantes et elles lui répondent. Il écoute les voix des Wamakaskan, celles de toutes les créatures animales de la surface de la Terre. Il est à l'unisson avec elles. De tous les êtres vivants, une émanation incessante le gagne, et il transmet cette force. Je ne peux dire d'où elle vient, ni en quoi elle consiste, mais il en est ainsi, et je sais ce dont je parle. Un voyant guérisseur de ce genre n'est ni bon ni mauvais. Il vit. T'as un problème? Non, parce que il vit. Voilà ce qu'il en est, et c'est bien ainsi. Les Blancs, eux, paient un prédicateur pour qu'il soit convenable, qu'il se tienne bien en public, qu'il porte un col, ne fréquente pas les femmes d'une certaine sorte, mais personne ne paye un voyant guérisseur indien pour qu'il soit convenable, se tienne bien et agisse dans la respectabilité. Le Wicasa Wakan agit suivant ce qu'il est. Il lui a été donné d'être libre, de la liberté d'un arbre ou d'un oiseau. Cette liberté peut être belle ou laide. Cela n'a pas grande importance. Voilà. Et réellement, le fait d'associer des comportements à une qualité d'être, c'est une position stupide. Parce que tous nous avons été courageux, tous nous avons été lâches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir un être à partir d'une situation. Voilà. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est justement ce à quoi arrive pour moi Grothendieck. C'est-à-dire il rejoint des philosophies anciennes. Bon, c'est sûr, il y a encore des scories historiques dedans, parce que moi, personnellement, je suis pour la disparition des chamans, des grands chefs, des trucs, des machins comme ça. C'est-à-dire que dans les sociétés indiennes qui avaient beaucoup de bons côtés, il y a quand même une hiérarchie, même si elle n'est pas du même type que la hiérarchie qu'il y a dans nos sociétés militaro-industrielles. D'ailleurs, dans la forêt d'émeraude, à un moment, il y a un passage qui est intéressant, parce qu'il y a un Américain qui recherche son fils à l'intérieur d'une tribu, et puis il le retrouve, et à un moment, il dit au chef, il faut que tu dises à mon fils de revenir avec moi. Et le chef le regarde et il fait,
combien de temps crois-tu que je resterai chef si je demande aux gens de faire ce qu'ils ne veulent pas faire? Voilà. Et on est dans des sociétés aujourd'hui où on a des gens qui disent aux gens ce qu'ils ne veulent pas faire, voilà, et qui leur imposent. Et tu es obligé de fermer ta petite bouche. Et là, actuellement, moi, celui que j'appelle le gros chambellan béarnais, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Le programme de l'extrême droite, ça y va à fond. Hein. Désolé, les gars, terminez l'écologie, il faut remballer tout ça. Hein. Faut remballer tout ça. Donc, quand on a en face de ce genre de lascar une secte nationaliste comme la France Insoumise et un réseau sortir du nucléaire qui n'a pour seul but que d'entretenir ses permanents, hein, et de continuer à phagocyter le filon je suis les antinucléaires de France, j'estime qu'on est vraiment mal barre. Donc moi, je ne veux certainement pas créer de parti politique, hein. Je ne veux pas avoir de partisans ou quoi que ce soit. Par contre, je dis aux gens, oui, moi, je le dis très clairement, Kaczynski est un psychopathe, mais par contre, ce qu'écrit Kaczynski est extrêmement intéressant. De même que ce qu'a écrit Jacques Ellul, parce qu'il a lu Jacques Ellul, Kaczynski, c'est un mathématicien comme Grothendieck, c'est pas un abruti. Bon, mais il est violent et il a vraiment des problèmes psychologiques. Il le sait, hein. Parce que justement, il n'est pas idiot, il est très intelligent, Kaczynski. Moi, je militerais pour qu'on lui donne la nationalité française et pour qu'il soit en résidence médicalisée en France. J'estime que c'est scandaleux que ce type soit enfermé. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec la justice américaine. Tout l'argent récolté avec ses livres doit aller à ses victimes, parce qu'il a quand même tué 3 personnes, et il en a mutilé d'autres. Et donc, moi, j'estime qu'il doit payer pour ça, parce qu'on ne peut pas laisser tuer des gens. Oui. Oui, tout à l'heure, j'ai plaisanté. Hein, c'était absolument pas mon maître. Il ne faut pas croire ça. Je suis tout à fait d'accord avec Nimo sur la question de Kaczynski. C'est quelqu'un de très intelligent, mais complètement dévoyé d'un point de vue intellectuel. Et surtout pas imiter. Hein. Je dis ça pour nos jeunes auditeurs. Hein. Voilà. Donc, je vais pas parce qu'il est encore dans l'éducation populaire. Ça va le cadre là? Donc, je vais vous parler un petit peu donc. Pour les bombes, que ce soit Hiroshima et Nagasaki, il fallait des avions, c'était des B-29, et dans les B-29, il fallait des pilotes, des copilotes, un type à l'arrière, parce qu'il flippait, hein, notamment avec Fat Man. Fat Man était extrêmement instable, donc on amorçait la bombe au dernier moment, parce qu'elle était liée à l'altimètre, elle devait exploser à une altitude précise, et donc il y avait un petit côté, voilà, serrons les fesses. Qu'il n'y a pas eu réellement sur Hiroshima, parce que la Tip Gun est beaucoup plus stable. Tu tires, tu envoies 2 morceaux l'un contre l'autre, il n'y a pas trop de problème. Voilà, alors rentrer chez eux, héros de guerre, donc je parle des pilotes et des équipages des avions. La gloire locale, pour tous, alors une telle célébrité fut supportable à la plupart. L'un d'entre eux, Heatherly, l'observateur du Straight Flush, qui donna la météo d'Hiroshima, ciel clair, visibilité limitée, et de Nagasaki, eut des réactions plus profondes et plus durables que les autres. Démobilisé au Texas, la guerre était à peine terminée qu'il commença à souffrir de cauchemars. La nuit, il réveillait sa femme en hurlant « Lâchez la bombe, fuyez tous, sauvez les enfants ». En 1950, il faisait son premier séjour dans l'hôpital des vétérans de la guerre à Waco, pour dépression nerveuse. Bientôt, il divorçait et laissait à sa femme la garde de leurs 3 enfants. Enfin, commençait la triste série de ses arrestations, alternant avec des soins psychiatriques. Entre ses séjours en prison, il recevait une pension de l'armée de $237 par mois pour incapacité mentale. Il n'y a jamais touché à cette pension, la considérant comme la récompense du meurtre, le prix du sang des villes japonaises. Il envoie de l'argent au maire d'Hiroshima, demande à adopter des orphelins, se fait communiquer les noms d'enfants ayant perdu leurs parents au Japon dans des bombardements et se déclare prêt à subvenir à leurs besoins jusqu'à leur majorité. Bientôt, il mène une vie déréglée, change souvent de métier, se met à boire, commet des vols avec effraction, avec une évidente maladresse, tente même un vol à main armée.
on l'arrête. Les policiers et les juges font preuve d'indulgence. N'est-il pas un héros de la guerre? Il se rend compte de ces dérèglements. Il accepte de consulter les psychiatres et à plusieurs reprises, il est, sur sa demande, interné à Waco. Pour le psychiatre, Heatherly commet des délits afin d'être enfermé et d'apaiser son remords. Il est soigné avec respect. Il incarne alors, à bon marché, le remords de tout un peuple. Soudain, le 19 septembre 1959, lors d'un nouveau séjour à Waco, au Texas, dans l'institut psychiatrique, il prend conscience de la stupidité de ces dérèglements et s'évade. Vols et cambriolages avaient pour but de discréditer en lui l'image du héros. Il explique sa fuite. « Je voulais prouver que j'étais désormais en mesure de vivre en homme normal parmi les hommes. J'avais reconnu que ce n'était pas en me livrant à des agressions et autres actes aussi peu sensés que je pourrais payer pour une faute, mais plutôt en témoignant pour la paix dans le monde. » Témoigner pour la paix, c'était suffisant pour devenir, lui, le héros, soudain un homme dangereux. La société américaine, si indulgente, si compréhensive jusqu'alors, l'arrête sous un prétexte futile et le fait interner, bien que le reconnaissant mentalement sain. Sa sœur Edith déclare « On a voulu l'enterrer vivant ». Voilà, ça c'est une partie sur les conséquences de l'arme atomique, et puis sur le fait qu'on nous présente souvent des militaires, oui, ce sera à faire, je refais, je rappuie sur le bouton, allons-y, on lâche la bombe, il n'y a pas de problème. Donc, ça casse un petit peu le mythe, mais bon, moi j'aime bien casser les mythes, voilà. Donc, j'ai aussi un autre passage, c'est par rapport à l'argument, le fameux argument. Alors, l'argument qui joua le rôle primordial dans les discussions sur l'emploi imminent de la bombe atomique fut celui-ci. L'arme nouvelle ferait à coup sûr de nombreuses victimes, mais elle permettrait aussi d'épargner aux deux parties des sacrifices encore plus importants de vies humaines et de richesses matérielles, si elle amenait effectivement la fin immédiate de la guerre. Depuis le mois de mai, le public américain était sous l'impression des communiqués relatifs au combat exceptionnellement sanglant qui se livrait pour la possession de l'île d'Okinawa, tout en sachant que l'Allemagne était battue. Alors, petite parenthèse, l'Allemagne battue, c'est le 8 mai 1945, ça fait partie, le gros chambellan béarnais, ça fait partie des dates des jours fériés qu'il veut supprimer. Moi, j'estime que supprimer un jour qui célèbre la fin d'un État nazi, c'est pas acceptable. Voilà, mais bon, allez, on va continuer, parce qu'il faut quand même mettre un petit coup là sur cette utilité de ces deux bombardements expérimentaux nucléaires sur le Japon. Donc, tout en sachant que l'Allemagne était battue et leur situation désespérée, les Japonais continuaient à se défendre avec une ténacité et un mépris de la mort incroyable. Okinawa, seul, avait coûté aux Américains un nombre de morts et de blessés graves plus grand que toute la campagne menée pour la reconquête des Philippines. Ainsi, pouvait-on craindre qu'une invasion du Japon ne se solda de part et d'autre par la perte de centaines de milliers de vies humaines? Cependant, les services de renseignement de l'armée américaine et de la flotte avaient déjà la certitude, à ce moment, que la défaite définitive du Japon n'était plus qu'une affaire de quelques semaines. Alors je vais citer « Notre contrôle du ciel japonais était si absolu que nous connaissions le lieu et la date de départ de chaque navire », rappelle A. McCormack, chef de la Military Intelligence sur le front du Pacifique. Les Japonais n'avaient plus de réserves de vivres suffisantes, leur stock de carburant était presque épuisé, nous avions commencé, avec l'aide d'avions, à miner secrètement tous les ports, ce qui les isolait encore du reste du monde. Si nous avions mené cette opération de blocus jusqu'au bout, la destruction des îles japonaises par des bombes au napalm et autres, c'est pour les armes nucléaires, n'eût pas été nécessaire. Mais le général Norstad déclara qu'un tel procédé était dénué d'héroïsme et indigne de l'aviation américaine. Aussi, l'action fut-elle interrompue. Donc, les militaires arrêtent une stratégie de blocus qui est
hyper payante, vu que ça y est, on est à 2 doigts, ils n'ont plus de carburant, ils n'ont plus rien, ils sont foutus, ils sont foutus. Et ils ont un ordre d'un supérieur qui leur dit non, on arrête tout ça. Attention, pourquoi? Parce que les deux terribles années d'efforts et les 2 milliards de dollars de l'époque, hein, on est en 1945, hein, aujourd'hui ça représenterait beaucoup plus que ça, il y avait les responsables du programme Manhattan. Dès qu'ils ont connu le suicide d'Hitler, la fin, le 8 mai 1945, pour eux, ça a été une catastrophe. Et ils voulaient à tout prix utiliser la bombe avant la fin de la guerre. Donc il ne leur restait plus maintenant que la guerre du Pacifique. Et la guerre du Pacifique allait s'achever. Ils le savaient par les renseignements américains. Et le Japon était à genoux. Même le fils d'Hirohito, le prince, avait entamé des discussions avec Molotov, et Molotov l'avait envoyé se faire foutre. Parce qu'il savait qu'il allait récupérer, sans tirer un coup de feu, les îles Sakhalin, et voilà. Donc, on est là dans une situation où les États-Unis veulent à tout prix expérimenter l'arme atomique, surtout pour en mettre plein la vue aux Russes. Voilà, parce que à Yalta et après à Potsdam, en étant évasif, le président américain a dit à Staline que ça y est, il possédait une arme, avec une bombe, on détruisait une ville. Voilà. Et c'est une arme atomique. Parce que je tiens bien à préciser, la différence entre une arme atomique et une arme thermonucléaire, elle est simple. C'est que l'arme thermonucléaire, c'est l'arme en 3 phases. Une bombe à fusion. On insole de l'hydrure de lithium avec les neutrons, et on a fission, l'hydrure de lithium, on a fusion, et après, les neutrons échappés par la fusion vont enrichir l'enveloppe, et on a à nouveau fission. Donc, c'est une bombe en 3 étapes. Fission, fusion, fission. Le rapport, pourquoi j'en parle? C'est qu'une bombe A, si vous mettez 1 devant une bombe A, pour la puissance, eh bien, en équivalent bombe H, vous mettez 1000. Donc, une bombe thermonucléaire, c'est 1000 fois Hiroshima, c'est 1000 fois Nagasaki. Et donc, dans un missile M51, il y a plusieurs têtes qui sont plusieurs milliers de fois Hiroshima et Nagasaki. Ce qui fait que dans les soutes d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, actuellement, il y a une quantité d'explosifs beaucoup plus grande que tous les explosifs utilisés, bombes nucléaires comprises, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent mettre dans leur petite tête. Voilà, donc, la capitulation du Japon aurait pu être obtenue non seulement par un blocus plus sévère, mais encore plus sûrement par une adroite diplomatie, car le Japon était alors mûr pour se rendre et même prêt à le faire. Voilà, donc on est en 2025, on est sur la 80e année après ces abominables bombardements nucléaires, et heureusement qu'ils n'ont pas été thermonucléaires, et on est toujours dans le storytelling de les États-Unis mettent fin à un horrible carnage grâce à 2 bombes thermonucléaires. Eh bien, c'est du storytelling. Ça ne correspond pas à ce qui s'est passé. Les Japonais avaient entamé depuis déjà début juillet des démarches de reddition. Ils demandaient qu'une seule chose, c'est à ce que soit conservé l'empereur. Ce qui a été fait, parce que la reddition inconditionnelle qui a été obtenue, l'empereur est resté là. Et il faut savoir aussi, fait très intéressant, c'est que parmi tous les criminels de guerre, donc les gens qui faisaient partie de la faction des militaristes au Japon, qui avaient entraîné l'empereur dans la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ces gens-là ont été condamnés pendant le procès de Tokyo, qui est l'équivalent en Asie du procès de Nuremberg, à être pendus. Et tous ceux qui ont dit où était caché l'or qu'ils avaient volé en Chine et dans les autres pays d'Asie n'ont pas été pendus, et ils sont devenus souvent les premiers patrons des grandes entreprises japonaises. Voilà, donc je tenais quand même à signaler la chose, comment les États-Unis, à la fois en Allemagne et au Japon, ont placé leurs hommes et se sont servis, parce qu'en Allemagne, c'est l'opération Octogon, ils se sont servis des fonds nazis placés en Suisse pour financer
des mouvements politiques pro-américains en Allemagne. Parce que naturellement, les Russes n'ont jamais fait. Est-ce que les Russes ont fait aussi? Non, jamais. Non, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Non, mais moi je t'explique que les Russes n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais manipulé des groupes Mais si, signaux, jamais. mais si. Ils n'ont jamais bombardé des choses préventivement. Et en ce qui concerne l'affaire du groupe de Manhattan, puisque excuse-moi, il s'appelle comme ça, non? Ou les gens qui ont fait la bombe atomique. C'était le projet Manhattan. Projet Manhattan. Bon, moi, je pensais, peut-être naïvement, mais je ne suis pas un géopoliticien très savant, je pensais qu'étant donné qu'Hitler était sur le point d'avoir la bombe atomique, c'est pour ça qu'ils ont fait la bombe atomique. Et il n'y avait pas le projet de comment faire autrement. Parce que Hitler, a priori, leur a envoyé, lui, la bombe atomique. Alors, Bon. justement, j'ai un passage. Donc c'est assez intéressant, comme d'habitude. Où Hitler Ouais. n'aurait pas eu la bombe atomique, ils étaient au courant. Bah, il était en train de l'avoir. Non. Bon, d'accord, ok. Bon, Il est- oui, ça d'accord. fait partie- Non, ça- non, mais ça fait partie pour moi du storytelling habituel. Alors moi, j'ai pas de sympathie pour les Américains. Et moi Mais non plus. je sais pas. Que ça soit pour la bande de Gaza ou n'importe quoi, c'est toujours les Américains. Bon, pourquoi pas. Non. Mais alors les Russes, jamais. Bah, non. alors Non, la bande de jamais, Gaza, jamais. c'est les Russes. Justement, je l'ai expliqué dans. Non, mais je parle pas de toi, mais je parle en général. Ça fait partie de la story habituelle. Oui. Une certaine gauche en France, effectivement, Ah oui, mais de dire, bon, je peux laisser finir ma phrase, de dire effectivement que les Américains ont envoyé la bombe à Nagasaki, Hiroshima, en guise d'avertissement à Staline. Bon, j'ai pas dit que c'était faux, mais le problème, pourquoi on cite toujours cet argument et pas les arguments des autres? Jamais on parle de Staline ou de Poutine et non, je ne parle pas de toi, je parle d'une certaine gauche. Alors, j'ai pas écouté les émissions radar. Peut-être qu'il y a des émissions radar précisément contre l'ex-URSS et leur impérialisme, voilà, pour dire le mot bêtement. Et je maintiens, les gens qui ont créé la bombe atomique, je vois peut-être je suis naïf, pourquoi ils auraient envie de l'envoyer sur les Russes? Ils étaient tous, entre guillemets, assez proches. Bon, c'est peut-être excessif, mais entre guillemets, plutôt proches du PC, entre guillemets. Voilà. Donc pourquoi ils auraient voulu... Alors après, que leur technologie a été récupérée par... voilà, mais ça, c'est habituel. D'ailleurs, Sakharov, il était quoi? Bon, j'ai un grand respect pour lui, mais il était quand même un géant atomiste, et il a toujours été contre Staline. Donc c'est une appropriation de dire les Américains, parce que d'abord, c'est le gouvernement américain, enfin, on ne va pas rentrer dans cette polémique, mais je constate que dans ce pays, les opposants, je ne sais pas pourquoi, sont toujours contre les Américains, et jamais contre l'URSS. Eh ben, Jamais. Moi, Voilà. j'ai bien Enfin, je ne parle montré- pas de toi, hein, je parle en général. Ouais, j'ai bien montré avec Heatherly, en citant son exemple, que justement, quand on parle des États-Unis, on ne parle jamais des gens qui ont été internés justement parce qu'ils professaient la paix et l'abandon des arsenaux thermonucléaires. Et donc, c'est exactement ce qui s'est pratiqué en URSS. Beaucoup de savants comme Sakharov, qui avait pourtant, malheureusement pour lui, aidé à la mise au point des bombes thermonucléaires, et notamment de la tsar-bombe. Hein. Je crois que c'est grâce à Sakharov que la tsar-bombe, on a réduit la puissance de la tsar-bombe, parce que sinon, l'avion qu'il a lâché aurait été essoufflé, ça aurait été une terrible catastrophe. Il savait... Il faut quand même essayer de distinguer. Oui. C'est pas pour les excuser, moi je m'en fous, hein, je ne suis pas spécialement scientifique, mais comme tu parlais tout le temps de Grothendieck, ça serait quand même, à mon avis, plus intéressant de distinguer ce que font certains scientifiques, même on peut être contre, on peut les critiquer bien sûr, hein, mais dire que les scientifiques seraient complices des Américains, enfin, je trouve ça... Ah non, bah si, c'est... non, c'est pas d'accord. ce que j'ai dit. Bon, peut-être. D'accord. Enfin, je parle pas de toi, je parle en général. Oui, Pierre a soulevé et Roger ont soulevé un point très important. Est-ce que Hitler était sur le point d'avoir la bombe? Non, mais pas pour la raison qui est habituellement exposée dans les discours officiels. Là, il y a eu à la télévision française 2 documentaires très intéressants, l'un sur Antenne 2 avant-hier et l'autre sur une autre chaîne hier soir. Celui d'Antenne 2 étant la copie absolument servile du documentaire américain d'il y a 2 ou 3 ans. Et ils nous ressortent la même histoire. Les Allemands n'avaient pas de programme nucléaire, et puis parce qu'ils ne croyaient pas à la science juive. Non, les Allemands, non seulement ils avaient un programme nucléaire, mais ils en avaient 5. C'est Von Braun d'ailleurs qui était assez connu. Il y avait
le programme nucléaire de l'armée allemande, le programme nucléaire de l'Institut Kaiser Wilhelm, le programme nucléaire de la marine pour... Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu la bombe, d'ailleurs. Et effectivement, et le programme, il y avait même la poste. Oui, la poste. La poste du Reich avait son propre Avec les cubes. programme nucléaire. Et il y avait des réacteurs. Il y avait un réacteur à Higgerloch. Et puis, il y avait 2 réacteurs en France. Ça, on ne le dit pas en général. Et malheureusement, il y avait peu d'uranium, bien qu'ils aient eu la mainmise sur la ville de Joachimsthal. Et ce qui fait qu'ils se sont bouffés le nez. Et à aucun moment, il y a eu l'équivalent d'un Grove qui a tapé du poing sur la table pour dire stop, on met tout en commun. Et malheureusement, s'ils avaient mis toutes leurs recherches en commun, avec la somme d'esprits brillants qu'il y avait, ils avaient quand même Bott, excusez-moi, ils avaient Heisenberg, ils avaient von Weizsäcker, ils avaient surtout Manfred von Harden, qui avait monté quasiment sur fonds propres une usine d'enrichissement dans les Alpes, qui a été récupérée d'ailleurs par les Américains en échange de la soufflerie de Modane, mais ça c'est une autre histoire. En fait, il y avait un programme, et il y avait un risque, et c'est pour ça que des gens comme un Oppenheimer, qui était un gars très bien, effectivement proche du Parti communiste, comme toute une génération d'Américains, de Berkeley, de Cornell, de Stanford, dans une plus petite partie, était proche du Parti communiste. La femme et la maîtresse d'Oppenheimer étaient communistes, ça fait aucun doute. Alors, tu vois, par exemple, pour ça, par rapport aux scientifiques, Léo Szilard, qui est connu, parce que... attends, 2 secondes. Oui, c'est que le micro est comme ça. J'ai dû appuyer par mégarde. Non. Porté par Tu crois? Non, non. Alors, attendez 2 secondes. Oui, attends. Oui, je crois qu'il est parti. Il est reparti, là. Attends. Néanmoins, ce débat était très intéressant. Voilà. Comme toutes les émissions de Roger Nimmo. C'est une question de fond. Et si tu veux, j'ai du mal, moi, à comprendre que alors je nie pas effectivement que les Américains, etc., ont manipulé. Bon, ça, je ne suis pas contre. Mais je continue à toujours ne pas comprendre la position d'Assange, justement, sur cette question, où il dénonce des choses illégales qu'aurait fait la CIA. Bon, naturellement, je ne mets pas en doute que la CIA fait chose illégale, mais c'est la fonction de service secret de bricoler, dans tous les sens du terme. Moi-même, je peux témoigner là-dessus dans une bande assez célèbre que j'ai faite, d'un informateur des renseignements généraux qui parle à son supérieur. C'est en noir et blanc, et c'est très... On peut le regarder sans aucun problème sur Radio Radar, cette preuve, effectivement, des manipulations des services secrets entre eux. Donc ça, je sais de quoi je parle, sur ce plan précis. Voilà. Vraiment. Je vais revenir à Szilard, qui est célèbre, justement, par rapport à la fameuse lettre qu'on nous ressort tout le temps avec Einstein pour soi-disant, initier le programme nucléaire américain. Ça, c'est un petit peu aussi le storytelling. Alors, non, la lettre existe, mais ce n'est pas la lettre elle-même qui a fait qu'il y a eu une décision de lancer le programme nucléaire. Au début, les militaires américains n'y croient pas. Et en fin de compte, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut... Quand quelqu'un parle, il faut te tourner. Redis ce que tu as dit parce que personne ne t'aura entendu. Bon, mais c'est pas grave. Non, mais Non, mais c'est pas grave. Non, mais bon, alors, Pierre nous a dit que les militaires, ils font que suivre. Bien sûr, les militaires ne font que suivre. Mais si. Mais ils sont incapables de... Et ça, je m'en expliquerai quand je révélerai des choses sur Poutine que je connais personnellement, pour des raisons personnelles. Ils sont incapables, justement, de s'adapter à quelque chose de nouveau. Oui. Ils ne peuvent pas. Mais ils n'ont pas de vision. Alors, effectivement, au début, peut-être que les grands généraux américains ne croyaient pas non plus à la bombe atomique d'Oppenheimer. Après, quand elle a fonctionné, je répète, ce n'est pas les Américains, c'est la structure militaire qu'il faut attaquer, mais pas les Américains.
attaquer. Parce que pour moi, si on dit Américains, bah, c'est très bien, ils n'ont rien fait, les généraux. Moi, c'est tous les complexes militaires. Ah oui, oui, bon, d'accord. Ah bah donc, c'est pas les Américains. Non, c'est les complexes militaro-industriels. Et donc, je répète, c'est pas les Américains. Alors, Léo Slizard. Je répète, c'est pas Alors, il répète. Bon, merci, voilà. Parce que j'estime... Voilà. Il répète, ce ne sont pas les Américains. Voilà. Et il a rencontré Poutine aussi. Moi, je l'ai voilà, rencontré à Perugia en 84. Il avait une grande barbe et il s'était pas encore laissé pousser le front. D'accord. Poutine. Ah oui, Donc, oui. quand Il tu parlait tournes, très bien il faut allemand. tourner lentement, parce que sinon, tu vas te retrouver dans la situation de tout à l'heure. Je crois que c'est lui, je ne suis pas sûr, il m'avait pas montré sa carte. Alors, Léo Slizard, inquiète dès novembre 1938 des éventuelles conséquences des découvertes scientifiques, suggéra l'autocensure des savants. À part Teller et 2 autres atomistes, il ne put convaincre personne. Fin 1945, il mit en échec le May-Johnson Bill, qui donnait le contrôle de l'énergie atomique aux militaires, remplacé en 1946 par la loi McMahon, avant de succomber au cancer en 1961. Il consacra ses derniers mois à la lutte pour le désarmement mondial et l'arrêt de toutes les expériences nucléaires. Voilà, Léon Slizard, sa fin de vie, c'est un putain de cancer et je me bats pour qu'on arrête toutes les expérimentations nucléaires et qu'on mette fin à l'abomination des arsenaux thermonucléaires. Donc, Léo Slizard a eu raison avec Einstein d'écrire sa lettre, parce qu'effectivement, au début du conflit, donc avant que les Américains rentrent en guerre, parce que les Américains vont entrer en guerre durant le conflit, Léo et Einstein ont raison. Ils sont inquiets parce qu'ils savent qu'il y a de grands savants atomistes en Allemagne et que l'Allemagne a le potentiel intellectuel et industriel pour fabriquer une arme nucléaire. Donc, c'est un dilemme pour eux qui sont non violents. Ils se disent, merde, si on ne fait rien et que les Allemands fabriquent la bombe, on est mal, on est nazi, et bon, moi je passe au four, tu vois, c'est terminé. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils écrivent la lettre. Mais c'est pour ça que après, ils sont quand même conscients que de disperser des radionucléides, c'est pas complètement anodin. Voilà. D'ailleurs, ce petit opuscule Jamais plus Fukushima, il y a un avant-propos de... Oui, c'est bientôt. Ah, d'accord. Il y a un avant-propos de Jean Rostand, et Jean Rostand, qui pour moi était un grand biologiste avant la venue de la biologie moléculaire et de tout ce que la technologie a apporté d'à la fois de terrifiant, parce qu'aujourd'hui, on est capable d'éditer des molécules de l'ARN, de l'ADN, et de plus en plus, il y a des scientifiques, des biologistes qui réclament un moratoire là-dessus. Et donc, on est à peu près dans la biologie de ce qu'on était dans les années 30 par rapport au nucléaire. C'est-à-dire qu'à part des scientifiques, à part des gens très pointus dans le domaine, le grand public n'a pas conscience qu'actuellement, on vit la même chose au niveau de la biologie que ce qu'on a vécu dans les années 30 dans le nucléaire. Et donc j'en profite, moi qui jeûne à Taverny contre les abominables arsenaux nucléaires, à quelques personnes qui appartiennent. C'est-à-dire que pour moi, le nucléaire iranien, c'est le nucléaire français, c'est le nucléaire américain, c'est le nucléaire russe, c'est partout où il y a des installations nucléaires. Il faudra juste remarquer que par les alliances politiques, le nucléaire se répand. L'Afghanistan, l'Inde, ce sont des pays, Israël, sont des pays qui ont accédé au nucléaire grâce à d'autres puissances nucléaires. Donc, ce qui se passe en Iran, ou ce qui se passe actuellement en Algérie, oui, effectivement, c'est inquiétant. On ne peut pas se réjouir que l'Iran ou l'Algérie aient un programme nucléaire. Mais nous, qui appartenons au territoire français, on doit lutter en France. Donc, aller dire à des Algériens et des Iraniens « Oh là là, vous faites une connerie monumentale, vous engagez pas dans le nucléaire », ils vont me répondre « Mais qu'est-ce que tu fais, toi, contre les bombes françaises et les centrales nucléaires françaises ?» Donc, balayons devant notre porte. Voilà, balayons devant notre porte, et c'est important, et c'est pas une vision nationaliste du tout. C'est une vision, c'est que pour moi, on est une espèce qui appartient au territoire. Et
Et s'il y a des choses qui sont durablement polluantes et durablement inquiétantes pour toute vie, ce sont les manipulations génétiques et les radionucléides. Et c'est sur ces paroles... Oui. C'est ça la question que je partage avec toi. Si le danger, c'est ce que tu as dit, la biologie, enfin le radionucléide et tout, je ne vois pas pourquoi je m'occuperais que de la France. Non, c'est à l'humanité, donc je dois taper sur tous ceux qui font ça, sur tous les complexes militaro-industriels. Mais donc il n'y a pas cette histoire de faire le ménage devant sa chambre. Je sais que ça peut te plaire. Pour raison que je ne suis pas censé divulguer, voilà, puisque tu faisais partie d'une organisation, etc. Mais je ne vais rien divulguer du tout, naturellement. Allez, Fabrice, le mot de la fin. Ah ouais, je suis d'accord avec Pierre. Dès qu'il est question de taper sur des installations nucléaires, moi je suis toujours d'accord. Bon, je vous remercie tous les deux. Je vous remercie parce que sans vous, j'aurais eu du mal à faire cette émission. Et ça m'a redonné de la pêche, tu vois, c'est incroyable. Je fais l'émission. Et si tu veux, moi, ce que je peux juste dire comme ça instinctivement, pourquoi j'ai parlé dans cette émission, ce que d'habitude je ne fais pas, parce que bon, je pensais que c'était pas opportun. C'est un peu triste à dire, c'est parce qu'on n'est pas dans un café et qu'on est ailleurs. Et donc, je peux pas te dire, mais dans un café, parce que dans ma tête, c'est où tout le café qui parle ou personne. Là, on est dans une salle des fêtes, alors c'est un petit peu peut-être un théâtre, mais voilà, c'est pour ça que j'ai parlé en fait. Sinon, j'ai pas envie de parler au café, parce qu'au café, c'est les gens du café qui doivent parler. Tu devrais parler plus souvent. Non, tu devrais parler plus souvent. C'était super intéressant. Oui, mais comme c'est pas un café, pour moi, c'est les consommateurs du café qui doivent parler. Donc en fait, je continue à dire que Rabat devrait tourner café. À vous, Cognac J.